la diffusion de tout va se faire. C'est bon ici. Eh bien, parfait. Eh bien, merci de prendre le retard. Comme d'habitude, le logiciel a lancé à la quelques-uns et après, je vais tout relancer. Bon, en tout cas, c'est arrivé. Donc, j'espère que ça va toujours bien pour vous, que vous êtes tous, que déroule bien, puisque c'est vrai néanmoins, j'imagine que vous ferez encore des cours quand même à vous force à venir en TD ou quoi que ce soit. Vraiment. Écoutez, on va continuer TD. La dernière fois, c'était continuer le TD4. Bien, puisque l'on avait fait 2002 sur la part de chef et des bons systèmes, avec la part de faire toutes les autres formules. Et on avait fait l'exercice sur la et la FNC. Alors juste 3, je vais hop, sur TD3. Voilà, très bien, parfait. Et sur le TD simple, faire encore un tour du FNC avant de faire ça, du TD4 et 5. Être sûr que vous avez bien compris en refaisant une table de vérité qu'on a déjà faite et on va essayer et la FNC, la formule dont on aura de vérité. Alors, ce qui va nous dire, ça va être formule, non, ça nous intéresse pas. Alors, on va prendre la formule. Voilà. Alors, la formule de I. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un nouvel diapo. On a fait des choses. Ah oui, tiens, on pourrait faire une FNC de ça, mais on va y aller quand même. Ça, c'était. Oh, on va marquer celui-là, quand même. On va pouvoir prendre cette formule, la formule de l'exact. Je me suis trompé. Il fallait pas que je fasse ça, mais c'est pas grave. Formule de l'exercice de finalité. On va prendre. C'était dessus. Voilà, on va rendre celle-là. Pour la table de vérité toute prête, puisque là, ça ne doit pas être de faire une table de vérité, mais d'analyser une table de vérité pour sortir une FNC et c'était celle-ci. Donc, après, voilà. Donc, voilà la formule qui nous intéresse, que je peux à partir de la partie de la table de il y a une, je vais calculer comme on avait fait la semaine. Alors, voilà, je vais récupérer la table de voilà. Ensuite, je la recolle, je vais la réduire. Voilà. Et tout ce que je peux faire avec la F, la D
dans un premier temps. Alors, il faut juste que je vérifie n'hésitez pas à me poser des excusez-moi, parce que mon fils je reprends. Nous étions donc sur cette table de. Et ce que l'on veut faire, c'est FND de cette vie. Alors, pour calculer ça, je vais couper, ça on aura peut-être un débit. Pour calculer la FND, bien comme on l'a vu la semaine dernière, on va regarder les lignes qui sont à 1 dans notre formule. Et on va regarder donc la FND, je vous rappelle, c'est une formule équivalente à la formule que l'on calcule, donc équivalente à 1 plus B équivalent à non A équivalent à C. Voilà, donc c'est trouver une formule équivalente à ça, composée de blocs qui sont joints par des et, dans lesquels les variables des blocs dans lesquels les variables propositions sont jointes par des et ces blocs seront joints eux-mêmes par des ou. Donc, pour faire une FND d'une formule, une fois qu'on a fait la table de vérité de la formule, on repère les lignes où la formule est vraie, donc à 1. On regarde pour chacune de ces lignes la valeur de nos variables propositionnelles. Si les variables propositionnelles sont à 0, on les fera apparaître dans notre formule avec un non devant. Si elles sont à 1, on les fait apparaître dans la formule telle qu'elle. Donc, la FND ici, si je regarde les lignes, pour que ma formule soit vraie, il faut que je sois à la ligne 2, à la ligne 4, à la ligne 6 ou à la ligne 7. Donc ma formule, si je refais les étapes de décomposition que j'avais faites en partiel, je n'ai pas besoin de faire ces étapes. Donc ma formule, ce sera vrai si je suis à la ligne 2 ou à la ligne 4 ou à la ligne 6 ou à la ligne 7. La ligne 2, en fait, j'y suis quand j'ai A qui est faux, donc non A est vrai, et que B est faux, donc non B est vrai, et que C est vrai. Ça, c'est la ligne 2. Ou la ligne 4, j'y suis quand j'ai non A qui est vrai, et B qui est vrai, et C qui est vrai. C'est-à-dire que je suis 0, 0, 1. Ou la ligne 6, j'y suis quand j'ai A qui est vrai, non B qui est vrai, et C qui est vrai. Ou enfin la ligne 7, j'y suis quand j'ai A qui est vrai, et B qui est vrai, et non C qui est vrai. Et là, j'ai donc construit des blocs joints par des ou, et à l'intérieur de ces blocs, j'ai une variable propositionnelle ou la négation jointe. C'est la FND, donc la forme normale disjonctive équivalente à la formule. Alors maintenant, ce que je veux faire, une fois que j'ai fait une FND, c'est faire une FNC. La FNC, ça va aussi me donner une formule équivalente à ma formule. Si au partiel, on vous demande à quoi est équivalente la FNC de F, il ne faut pas dire que la FNC de F est équivalente à non F. Non, la FNC, c'est une autre forme qui sera équivalente à ma formule aussi. Seulement pour la trouver, je passe par la négation de F. Donc, la FNC, pour la trouver, je vais regarder toutes les lignes où F est à 0 et non pas à 1. Donc en fait, je vais chercher quand est-ce que j'ai non F. Alors je vais reprendre ça, ça je vais le recopier. Hop, rajouter une petite page et je colle. Alors non F, pour avoir un non F, il faut que je sois à la ligne 1,
ou la ligne 3, ou la ligne 5, ou la ligne 8. Voilà, il faut que je sois à l'une de ces 4 lignes. Alors, on peut dire que la FNC est équivalente à la négation de la FND. Également, on ne peut pas dire que la FNC est équivalente à la négation de la FND. Pourquoi? Hop. Alors, on ne peut pas dire parce que la FNC est équivalente à F. Ça, c'est sûr. La FND est aussi équivalente à F. Donc, en fait, la FNC est équivalente à la FND directement, puisqu'elles sont toutes les deux équivalentes à F. Ce sont les mêmes formules. Si vous faites l'état de la vérité de la F, de la FNC et de la FND, vous aurez la même chose. Vous aurez les 1 au même endroit et les 0 au même endroit. Si vous regardez la négation de la FND, la non-FND est équivalente à la non-F, qui est équivalent à la non-FNC. Donc la FNC est bien équivalente à la FND. Mais par contre, pour trouver la FNC, il faut passer par la négation de F. Et on va négationner la négation de F, ce qui va nous donner F, mais sous une autre forme que la FND. Donc non F, c'est ligne 1 ou ligne 3, ligne 5 ou ligne 8. C'est-à-dire, donc ligne 1, c'est non A et non B et non C. Ou non A et B et non C. Ou A et non B et non C. Ou A et B et C. Voilà. Pour le moment, ce que j'ai fait, alors justement, ce que j'ai là, que je surligne, c'est une FNC ou une FND? C'est une question. Alors, j'en ai 2 pour la FNC, 2 pour la FND. Alors, effectivement, si vous regardez, ce sont des blocs joints par des OU, et à l'intérieur de ces blocs, ce sont des variables propositionnelles ou négation joints par des et. Si je regarde la FND, ce sont des blocs joints par des OU, et à l'intérieur de ces blocs, des variables propositionnelles jointes par des et. Donc, ce que j'ai surligné en jaune ici, c'est une FND. Mais ce n'est pas la FND de F, c'est la FND de qui? Voilà. C'est la FND de non F. Donc je n'ai pas encore une FNC, j'ai une FND de non F, c'est-à-dire des OU qui joignent des blocs, et à l'intérieur de ces blocs, j'ai des et. Maintenant, je voudrais inverser, je voudrais avoir des et qui joignent des blocs, et à l'intérieur des blocs, je veux avoir des ou. Ça s'appelle une FNC. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la négation de cette FND. La négation de cette FND, donc la non F, c'est-à-dire F, c'est la négation de tout ça. Et la négation de tout ça, en fait, quand je distribue ma négation, eh bien, une variable propositionnelle A deviendra non A, une variable propositionnelle non A deviendra A, un et deviendra un ou, et un ou deviendra un et. Et donc j'aurai A ou B ou C et A ou non B ou C et non A ou B ou C et non A ou non B ou non C.
Et là, ce que j'ai, c'est une FNC ou une FND? C'est bien une FNC. Ce sont des blocs reliés par des et à l'intérieur même des et, j'ai des variables propositionnelles ou leur négation reliées par des ou. Donc c'est bien une FNC. Et cette FNC, elle est complètement équivalente à la FND que j'avais là. Les deux formules, celle-ci et celle-ci, sont équivalentes. Elles sont équivalentes, mais elles n'ont pas la même forme. Donc pour trouver une FNC, la FND, ça vous avez compris, je pense. On prend la vérité, on est tranquille. Pour trouver la FNC, on fait quoi? On calcule à l'aide de la table de vérité la FND de non F et petit 2, on négationne la FND de non F, ce qui donne la FNC de F. Alors, la négation d'une FNC est une FNI. Question. Alors, la négation d'une FNC est-elle une FND? Hop, petit sondage. Et la négation d'une FNC est-elle une FND? Petit 1 oui, petit 2 non. Et une autre question. Est-ce que la négation de la FND de F est la FNC de F? Tout à fait. Et j'ai reformulé la question de tout à l'heure. Je comprends. Mais ça montre qu'il y en a quand même qui n'ont pas lu la question ou qui n'ont pas suivi la réponse. Attendez. J'ai pas dit que FND et FNC sont équivalents. J'ai dit que la FND de F et la FNC de F sont équivalents.
Mais la FND d'une formule et la FNC d'une autre formule ne sont pas équivalentes. Toutes les FND ne sont pas équivalentes à toutes les FNC. La FND d'une formule est équivalente à la FNC de cette même formule. Mais si j'ai une formule F que je calcule sa FND et que j'ai une formule G que je calcule sa FNC, les deux FND et FNC ne seront pas équivalentes. Il faut que ce soit de la même formule. Mais on est d'accord, la FN et la FNC d'une même formule sont équivalentes, puisque la FND est équivalente à la formule F, la FNC est équivalente à la formule F, donc les deux FND et FNC, étant toutes les deux équivalentes à la formule F, elles sont toutes les deux équivalentes entre elles. Donc, est-ce que la négation d'une FNC est une FND? Oui. La négation d'une FNC est une FND. Regardez. C'est la négation d'une FNC que j'ai dit. Donc là, je fais bon pour reprendre. La négation d'une FNC ça, c'est une FNC. Si je fais la négation de ma FNC, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un verbe propositionnel. Tous mes ou se transforment en des et. Tous mes et se transforment en des ou. Et ça va dans les deux sens. Tout à fait. La négation d'une FNC, c'est une FND. Et la négation d'une FND, c'est une FNC. Puisque les ou se transforment en et, les et se transforment en ou. Et ce qui différencie la FNC et la FND, c'est la position des ou et des et. Comme la négation permet de transformer l'un dans l'autre, la négation permet de transformer la FNC en FND. Maintenant, la négation de la FND de F, est-ce que c'est la FNC de F? Eh bien non. La négation de la FND de F, si j'ai eu FND, ça en plus j'avais répondu tout à l'heure, ici. Si j'ai la négation de la FND d'une formule F, donc la négation de la FND, ce sera équivalent à la négation de F. Ça me donnera une FNC, mais une FNC qui n'est pas équivalente à la FNC de F, mais à la FNC non F. Voilà. Donc quand vous faites la négation d'une FND, vous obtenez une FNC, mais pas de la même formule. Vous obtenez la FNC de la formule opposée. Et inversement, si vous faites la négation de la FNC de F, vous obtiendrez la FND de non F. C'est justement ce qu'on fait quand on calcule la FNC. Quand on calcule la FNC, on cherche d'abord la FND, mais de non F, pas de F. Ne prenez surtout pas la FND de F. Sinon, quand vous allez la négationner, vous trouverez la FNC de non. Non. Pour trouver la FNC, c'est ce qu'on a fait, vous faites la FND de non F. Donc vous repérez à quel endroit la formule F vaut 0. Et ensuite, vous négationnez la FND de non F, ce qui vous donne la FNC de F. Donc j'insiste encore et je répète, la FNC, quand on la négationne, on obtient une FND, mais on n'obtient pas la FND de la même formule, mais de la formule opposée. Donc la FNC d'une formule F, sa négation, c'est la FND de la formule non F. Inversement, si je fais la négation de la FND d'une formule F, j'obtiens la FNC de la formule non F. Voilà. Donc comprenez que on va même pouvoir faire un petit verbe. Vous avez F. Vous pouvez calculer pour F la FNC de F. Vous pouvez aussi calculer pour F la FND de F. Si vous passez par la négation, vous obtiendrez la FND de non F,
qui est équivalente à non F. Et si vous faites la négation de la FND de F, vous obtiendrez la FNC de non F. Voilà, mais il faut bien faire attention qu'ici, je vais mettre d'ailleurs en rouge, vous faites ici le processus de négation, ce qui veut dire que vous n'êtes plus équivalent à F, vous êtes équivalent à F. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant, cette petite mise au point, Fn et Fnc, dans quel sens ça va? Souvenez-vous bien de ce diagramme, je pense que ça explique tout. Voilà, j'insiste. Comme je vois pas vos yeux, que je ne vois pas vos réactions en salle de télé, je peux voir quand est-ce que je commence à me vacciner à répéter la même chose. Mais là, je le vois, donc n'hésitez pas à me dire oui, c'est clair, c'est bon, vous pouvez passer à la suite. Alors, justement, la suite, c'est que j'ai trouvé FNC, j'ai trouvé une FND. Comment je fais pour prouver qu'elles sont vraiment équivalentes à F? Comment je peux m'en convaincre? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me convaincre que ça, ce que j'ai mis en FNC, comment je peux me convaincre que c'est équivalent? Et ben voilà, on est d'accord. Et on va faire une petite table de vérité. Donc ma table de vérité, je vais la faire très très restreinte. En fait, je vais directement mettre les formules. Alors, ça, je vais le copier. Donc ça, c'est la FNC. Copier. Encore, je vais essayer de la... Je vais la faire détailler. Hop, donc ça. Ok. Voilà. Je vais faire ma table de vérité. Donc, ma table de vérité aura combien de lignes? 8 lignes, tout à fait, puisque j'ai 3 variables propositionnelles. On est tout à fait d'accord. Donc, je vais avoir, hop, ici, mes étiquettes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième, et 8. Voilà. Ici, j'aurai donc A, B, C. Je vais manipuler. Ça va pas B. Voilà. Donc A, B, C. Ensuite, le premier bloc, le deuxième, le troisième, le quatrième. J'aurais dû aller un petit peu plus loin. Et ici, j'aurai la formule F et la Fn. Voilà. Alors ici, A, B, C. Comme d'habitude, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et enfin 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ici, la formule F. La formule F est déjà cette table de vérité. Alors, est-ce que je peux recopier directement la table de vérité de F, la colonne de F, dans la table de vérité, ici? C'est une question, est-ce que je peux copier directement?
Et oui, je peux. À quelles conditions je ne pourrais pas? Qu'est-ce qui ferait dans la table de vérité que je ne pourrais pas copier directement F dans ma nouvelle table de vérité? Est-ce que vous voyez un élément? Il faut faire attention. Alors, j'ai une réponse qui est en train de s'écrire. Mais finalement, non. Ah, finalement, si, j'ai quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, si les et ne sont pas les mêmes, en dehors des parenthèses, c'est pas vraiment ça. Alors, j'ai pas compris votre réponse. En fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai une autre réponse. Non. Donc, en fait, il faut que vous fassiez bien attention pour pouvoir copier la table de vérité d'une formule dans une autre table de vérité, que vos variables propositionnelles soient bien décrites dans le même ordre. Ici, étant donné qu'on fait toujours la même construction de nos tables de vérité, elles sont toujours décrites dans le même ordre. Mais si jamais on ne construit pas correctement ces tables de vérité de façon structurée, c'est-à-dire qu'on commence à faire des combinaisons au hasard de A, B et C, et puis après on complète, alors on fait les bonnes combinaisons, mais quand on fait notre table de vérité, on refait des combinaisons dans le désordre. Si on fait des combinaisons de ABC et pas dans le même ordre dans les deux tables de vérité, on ne peut pas copier la formule F dans l'autre table de vérité. Mais nous, comme nous construisons toujours A, B et C en suivant la même structure et le même ordre, il n'y a pas de risque. On peut copier sans problème. Donc on voit que F c'est 0, 1, 0, 1, 0. Donc ici je peux copier 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 et 0. Donc ici, je vais vouloir calculer, donc c'est la FNC, ça, voilà. Voilà, peut-être que ma question n'était pas très claire, c'est pour ça. Des fois, les questions un peu bizarres, mais bon, quand on a la réponse, on comprend mieux les questions. Donc, c'est juste pour dire le jour du partiel, si vous ne construisez pas la table de vérité de façon structurée, vous ne pouvez pas copier les résultats d'une table de vérité dans une autre. D'où l'intérêt de bien construire cette table de vérité de façon structurée. Donc, la FNC, je décrirai ici. Ici, je vais avoir le bloc A ou B ou C. Ici, je vais avoir le bloc A ou non B ou C. Ici, j'aurai le bloc non A ou B ou C. Et ici, j'aurai le bloc non A ou non B ou non C. Voilà. Donc, la première colonne qui m'intéresse, ça va être A ou B ou C. C'est un ensemble de ou, donc il est plus souvent égal à 1 qu'à 0. Donc, je vais m'intéresser quand est-ce qu'il vaut 0. Pour que A ou B ou C vaille 0, il faut que A et B et C valent tous les trois 0. Donc il est égal à 0 ici, et le reste, il est à 1. Ensuite, A ou non B ou non C, je vais m'intéresser quand est-ce qu'il vaut 0. Pour qu'il vaille 0, il faut que j'ai A qui vaille 0, il faut que j'ai B qui vaille 1, et il faut que j'ai C qui vaille 0. Donc il sera égal à 0 ici. Et le reste, il sera égal à 1. Voilà, c'est rigolo, à chaque fois qu'il vaut 0, hop, je m'aligne sur un 0 de F. Vous voyez? Et c'est pas un hasard. Là, j'ai un 0 pour les blocs. Qui va et là, les blocs, en fait, à chaque fois, les blocs ne vaudront 0 que sur une seule ligne. Peut-être des fois deux, mais en général, une seule ligne. Le reste du temps, ils vaudront 1. Et ce 0 s'alignera avec un des 0 de ma formule F. Donc, regardons la suite, si ça tient encore la route. Non A ou B ou C, il faut que j'ai A qui vaille 0, B qui vaille. Pardon, A doit valoir 1, B doit valoir 0, et C doit valoir 0. Donc, sur cette ligne, et enfin, non A ou non B ou non C, il faut que les trois valent 1 pour que le 2 vaille 0, il faut que ce soit là. Et le reste du temps, je n'ai que des 1. Finalement, quand je fais le et de tout cela, dès que j'ai un Z, ça rend la FNC complètement nulle. Et sinon, quand j'ai que des 1, ça la rend vraie. Donc la 0, la 1, la 0, la 1, la 1 et la 0. Le résultat de la FNC
table de vérité de la FNC de F pour que vous soyez bien convaincu que la FNC est équivalente à F. Donc ici, on revient avec la table de vérité sur cette formule. Ce n'est pas une preuve que je viens de faire, hein, c'est juste pour vous convaincre que ce qu'on a fait, c'est cette FNC qu'on a calculée. Et quand on fait sa table de vérité et qu'on compare à la table de vérité de F, ça nous donne la même chose. La FNC de F est bien équivalente à F. Et vous pourrez faire l'essai aussi, si vous voulez, avec la FND, et vous trouverez que la FND de F est bien équivalente à F. Et donc elle est bien équivalente aussi à la FNC de F. Voilà. Donc FNC, FND, ce sont des formules équivalentes à une formule donnée. Simplement, elles ne sont pas de la même forme. La FND, ce sont des blocs reliés par des OU, et à l'intérieur des blocs, on relie par professionnel par des et, alors que la FNC, ce sont des blocs reliés par des et qu'à l'intérieur du bloc, on relie les barres professionnelles par. Voilà, donc cette table de vérité montre bien que la FNC de F calculée est bien équivalente. Voilà, donc ça c'est pour faire un exercice supplémentaire qui n'était pas demandé dans la télé, mais un exercice supplémentaire sur FNC et FND pour que vous sachiez manipuler ces outils de FNC, de FND, et que vous sachiez aussi manipuler les tables de vérité. Alors maintenant, on va passer à l'exercice 1, puisque c'est un exercice qui n'est pas du tout compliqué en fait, mais qui donne un vocabulaire intéressant. Donc l'exercice 1 vous dit qu'on donne le gamma, un ensemble fini de formules qui a un modèle. C'est-à-dire que on peut trouver une distribution de valeurs de vérité qui donne 1 à toutes les formules de l'ensemble gamma. Donc gamma possède plusieurs formules, et on peut trouver une distribution de valeurs de vérité qui fait que toutes les formules sont vraies en même temps. Ok. Alors, on suppose que phi, je vais laisser la lettre phi, est une conséquence sémantique de gamma, que psi, ça doit être psi, n'est pas une conséquence sémantique de gamma, et soit T une tautologie. Est-ce que phi, en plus déjà non c'est pas simple, alors c'est en plus des lettres grecques et tout ça dans tous les sens. Alors est-ce que phi est une conséquence sémantique de gamma union tau? Bon, alors il faut regarder pour ça le cours. Et le cours, il y a 2 pages qui vont vous intéresser pour cet exercice particulier. Alors, la page qui va vous intéresser, hop, cours de logique. Voilà, je vous rappelle, le cours de logique, il est disponible sur l'ONT. Voilà. Alors, ce qui va vous intéresser, c'est d'abord, ok. Alors ici, c'est la déduction sémantique, si vous voulez, la conséquence sémantique. Et si vous voulez, on peut dire que gamma ici valide f, si vous voulez, que on va dire pardon, que gamma valide f, ça veut dire que c'est équivalent à f est une conséquence, on suppose que c'est phi une conséquence sémantique de gamma. Donc ici on dit f est une conséquence sémantique de gamma. Donc soit on dit gamma valide f, soit f est une conséquence sémantique de. On le note de la sorte. Gamma de petite barre f. Et on dit qu'en fait que donc f est une conséquence sémantique de gamma si toute valuation, c'est-à-dire toute distribution de valeurs de vérité qui satisfait gamma, c'est-à-dire qui nous rend vrai toutes ces formules, et bien ça satisfait aussi la formule f. Voilà. Si vous voulez, c'est une sorte d'implication. Alors, toute valuation qui satisfait gamma satisfait f. Donc ici, hop, si on prend l'exercice 4,
Donc ici, ils nous disent que phi, l'exercice 4, il y a un exercice 4 dans le TDK. Je rate. Il y a un exercice 4 dans le TDK. Tu vois, il est discrétion dans le TDK, l'exercice 4. Ah, pardon, non, excusez-moi, c'est exercice 1. Pardon, c'est exercice 1. Désolé, c'est l'exercice 1 du TD4. Donc, exercice 1 du TD4. Et voilà. Alors, ici, on dit que. Hop, voilà. On dit que. Oups, c'est ça qu'il faut, voilà. Que phi est une conséquence celtique de gamma. Donc, ça s'écrit. Donc, phi. Oups, conséquence sémantique de gamma. Ça s'écrit, c'est équivalent à dire que gamma, donc gamma, le terme c'est gamma valide. Voilà, on écrit ça comme ça. Donc gamma valide, c'est-à-dire que si une distribution de valeurs de vérité valide gamma, donc gamma, je rappelle, c'est un ensemble de formules. Ça, je vais écrire. Ensemble de formules. C'est-à-dire, par exemple, c'est A ou B et C. Puis il y a peut-être aussi A implique non B équivalent à C. Puis il y a peut-être A équivalent à B et C. Non B et C. Voilà. Voilà. Donc gamma, c'est un ensemble de formules. Dire que gamma valide phi, ou que phi est une conséquence de gamma, c'est-à-dire que si on trouve une distribution de valeurs de vérité qui valide gamma, c'est-à-dire qui le rend vrai, alors cette distribution de valeurs de vérité, valide aussi phi. En gros, partout où gamma est vrai, en termes de distribution de valeurs de vérité, si vous faites une table de vérité de gamma et de phi, il y a partout où vous avez gamma vrai, vous aurez phi vrai. Il y aura peut-être des endroits où phi est vrai et gamma est faux, mais partout où gamma est vrai, vous aurez phi qui est vrai. Donc gamma, phi est vrai sur les mêmes lignes que gamma et peut-être d'autres lignes aussi. C'est ça ce que ça veut dire. Ok. Donc, il y a une autre façon de l'analyser, c'est que, voilà, donc, si on fait une table de vérité, là, je vous fais un petit schéma, voilà, vous avez ABC, table de vérité, et puis là, vous avez donc gamma, et vous avez ici phi. Donc, ce que vous êtes sûr, c'est que donc vous avez par exemple gamma, ça vaut 0, 1, 0, 0, etc. Et bien, partout où gamma sera égal à 1, vous aurez le fait que phi est égal à 1. Il sera peut-être égal à 1 ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera au moins égal à 1 sur les familles que gamma. Alors, maintenant, vous avez autre chose qui vous intéresse, c'est ça. Hop, la règle de l'adaptation. Si delta valide G, c'est-à-dire que G est une conséquence sémantique de delta, eh bien, c'est équivalent à dire que delta U en G, c'est insatisfaisable.
jamais l'avoir vrai. C'est une antilogie. Ça ne sera jamais vrai. Donc, delta union non G est insatisfaisable. Il n'existe pas de distribution de valeur de vérité permettant de mettre A. Ça va être ensemble. C'est-à-dire delta plus non G. Alors, ça se comprend bien. Donc, je vais l'écrire. Ça, c'est donc toujours dans votre cours. C'est dans les théorèmes et c'est la règle de l'absurde. C'est ça, celle-là qui va vous intéresser pour cet exercice. Donc, ça, c'est équivalent à dire que gamma union non phi est insatisfaisable. Alors, ça veut dire quoi? Si on regarde, en fait, on sait que phi, si on regarde la table de vérité, on sait que, hop, on va plutôt comme ça, voilà. On sait que phi, les lignes où gamma est à 1, phi est forcément à 1. Donc, si on va regarder non plus phi, on regarde non phi. Non phi, c'est les lignes où gamma, où phi est à 0. Les lignes où phi est à 0, c'est forcément les lignes où gamma est à 0. Donc, quand non phi est vrai, gamma est nécessairement, forcément. On ne peut pas avoir non phi vrai et gamma qui soit vrai. Puisqu'on sait que, à cause du fait que phi est une conséquence sémantique de gamma, on sait que quand gamma est vrai, alors phi est vrai. Ce qui veut dire que quand gamma est vrai, non phi est faux. Donc on ne peut pas satisfaire cette formule. Elle est insatisfaisable. Et c'est ça l'équivalence de gamma induit, gamma, pardon, valide phi, ou que phi est une conséquence sémantique de gamma. Donc c'est ça qu'il faut retenir comme chose importante. On dira que phi est une conséquence sémantique de gamma si gamma union non phi est insatisfaisable. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais l'avoir vrai. Alors maintenant, on va regarder ce qu'on nous demande. On veut savoir si phi est une conséquence sémantique de gamma union tau, T, ou tau, plutôt tau, qui est une tautologie. Donc, on sait déjà que, d'après l'énoncé, que phi est une conséquence sémantique de gamma. Ça, c'est l'énoncé qui nous le dit. Là, c'est la question 1. Donc, on sait que on a ça. Phi est une conséquence sémantique de gamma. Autrement dit, c'est équivalent à dire que gamma union phi est insatisfaisable. On ne peut jamais le satisfaire. C'est-à-dire on ne peut jamais l'avoir à 1 en date de vérité. C'est une antilogie ici. Or, si gamma union non phi est insatisfaisable, ça implique que gamma union donc non phi, vous voyez, c'est des ensembles de formules que je construis petit à petit. Gamma, c'est un ensemble de formules. Phi, c'est juste une formule. À juste cette formule, je vais rajouter la formule tau, de la tautologie. Juste ça, eh bien, étant donné que gamma union non phi est insatisfaisable, c'est-à-dire que si je fais leur table de vérité, je ne trouverai jamais à 1 en même temps. Donc, en gros, si je rajoute phi, pardon, c'est non phi, oh là, là j'ai écrit une bêtise. C'est gamma union non phi. Voilà. Si je rajoute non phi à l'ensemble gamma, eh bien, je ne trouve plus de valeur de vérité permettant de valider tout cet ensemble. Donc, si gamma union non phi est insatisfaisable, eh bien, j'ai beau rajouter ce que je veux avec, le nouvel ensemble de formules que j'ai restera insatisfaisable. C'est-à-dire que j'ai beau ajouter tau dedans, cet ensemble, ce nouvel ensemble que je viens de construire, insatisfaisable, ce nouvel ensemble que je viens de construire, qui consiste d'un côté de gamma non phi et maintenant de tau
lui aussi insatisfaisable. C'est-à-dire que je n'aurai jamais les trois vrais en même temps, puisque je n'ai déjà jamais f et non gamma vrais en même temps. Donc je peux rajouter ce que je veux à côté, ça restera satisfaisable. Donc si ça reste insatisfaisable, je peux simplement les réordonner. Et donc j'ai bien gamma union taux, union non phi, qui est insatisfaisable. Je vais l'écrire ici, insatisfaisable et insatisfaisable. Alors pourquoi c'est une union et pas une intersection? Alors première raison, c'est une union et pas une intersection parce que, hop, c'est ce que dit la règle de l'absurde. C'est mon théorème. Et c'est mon théorème parce que, en fait, je ne vais pas m'intéresser. L'intersection est vide. Hein. L'intersection a des grandes chances d'être vide. C'est des ensembles de formules. Et ce que je me demande, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand je rajoute à un ensemble de formules une nouvelle formule? Donc, ce qui se passe, en fait, c'est si G est une conséquence sémantique de delta, ça veut dire que partout où delta est vrai, j'ai G qui est vrai. Juste la formule G. Donc, si je rajoute G dans mon ensemble de formules delta, eh bien, j'ai toujours un delta qui est toujours vrai sur les mêmes lignes, puisque j'ai rajouté quelque chose qui était vrai sur les lignes où delta était déjà vrai. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si je rajoute non G? Si je rajoute non G dans l'ensemble delta, en fait, je me rends compte que je ne vais jamais avoir les deux qui seront vrais. C'est-à-dire que je n'aurai plus aucune distribution de valeur de vérité permettant de rendre ce nouvel ensemble, delta non G, vrai. Donc, c'est une formule, c'est un ensemble insatisfaisable. Il n'y a aucune combinaison de valeurs de vérité qui est en deux. Et pour ça, il faut bien passer par une. Si je fais des intersections entre ensembles de formules, d'un côté j'ai un ensemble de formules delta et de l'autre côté j'ai une formule non G, il y a des chances que le non G ne soit pas dans l'ensemble de formules delta. Donc c'est pas ça qui m'intéresse au jeu, c'est quand je rajoute une formule, qu'est-ce qui. Et ma règle de l'absurde, elle me dit bien, en fait, quand j'ai un ensemble de formules delta qui permet d'en déduire une formule G, c'est-à-dire que G est une conséquence de delta, eh bien, ça veut dire que je ne peux pas avoir delta et non G qui soient vrais. Ils ne peuvent pas être vrais en même temps. Si delta ne peut pas être vrai en même temps que non G, puisque delta implique G. Si delta est vrai, ça veut dire que G est vrai. Si G est vrai, non G forcément. Donc, si delta est vrai, non G est forcément faux. Et donc, delta, si je lui rajoute dedans non G, ça deviendra une formule insatisfaisable. C'est ça ce que veut dire la règle de l'absurde. Et ça nous permet en fait de traduire en notion ensembliste, donc avec des unions, des intersections, on sait manipuler, des règles de logique comme la conséquence sémantique. Donc dès que vous avez des conséquences sémantiques, il faut les traduire en règles ensemblistes pour pouvoir les manipuler mathématiquement. Excusez-moi de retour. Donc, maintenant, voilà comment je traduis la conséquence sémantique. Alors ici, on m'a dit, donc je reprends, on m'a dit, phi est une conséquence sémantique de gamma. Alors c'est très bien, ça veut dire gamma, voilà, c'est-à-dire que gamma valide phi. Alors là, il faut que je le traduise en termes ensemblistes. Donc on va manipuler. Donc je le traduis avec ma règle de l'absurde. Ça veut dire que gamma union phi est insatisfaisable. En gros, si je regarde l'ensemble de formules faites par gamma et je rajoute non phi, je ne peux jamais trouver une distribution de valeur de vérité qui le satisfait. Ça sera toujours faux. Maintenant, ce nouvel ensemble de formules, je peux lui rajouter ce que je veux dedans. Il restera toujours faux. Je peux rajouter une tautologie, je peux rajouter une formule F, une formule A, une formule B, ce que je veux. Si juste gamma et non phi, déjà cet ensemble, je peux jamais en vrai, je pourrais rajouter ce que je veux à côté, le tout, je pourrais jamais l'en vrai non plus. Donc ça reste insatisfaisable. Tout ça, ça reste insatisfaisable. Donc gamma union non phi union taux, c'est insatisfaisable.
Donc gamma union taux, union non phi, je change juste les ordres des éléments, est insatisfaisable. Et ça, et ben ça va être mon nouvel ensemble, on va l'appeler, je sais pas, gamma prime. Et donc, quand j'ai gamma prime union non phi qui est insatisfaisable, c'est équivalent à dire que gamma prime valide phi. En gros, phi est une conséquence sémantique de gamma. Autrement dit, gamma union taux valide phi. Phi est une conséquence sémantique de gamma union taux. Alors, on comprend bien pourquoi. Puisque quand on a gamma, quand on a ça, quand on a le fait que phi est une conséquence sémantique de gamma, c'est-à-dire que si je fais une table de vérité et que je regarde gamma et phi, puis je fais le truc avant, je sais qu'à chaque fois que gamma était vrai, phi était forcément vrai. Le résumé, il pouvait être vrai ou faux, je m'en fiche. Chaque fois que gamma était vrai, que l'ensemble des formules de gamma étaient vraies, phi était vrai. Maintenant, si je regarde pas gamma, mais que je regarde gamma auquel je rajoute taux, et je vais regarder quand est-ce que toutes les formules de ce nouvel ensemble sont vraies. Elles sont vraies exactement au même endroit que là où les formules de gamma étaient vraies. Gamma et gamma union taux, finalement, si je me fais leur table de vérité et que je m'intéresse au moment auquel toutes les formules sont vraies en même temps, dans l'ensemble, et bien, je vois que gamma et gamma union taux, c'est la même chose. Donc gamma, quand je regarde quand est-ce que toutes ces formules sont vraies, si j'obtiens cette configuration, et bien, quand je regarderai gamma union un truc qui est tout vrai, que je le rajoute, ben, ça ne changera rien. Gamma, il sera toujours faux au même endroit, parce que j'ai rajouté un truc qui est tout le temps vrai, et je veux regarder quand est-ce que gamma, toutes ces formules sont vraies. Donc finalement, le truc que je rajoute, il ne va pas influencer aux endroits où toutes les formules de gamma sont vraies en même temps, ou qu'il y en a moins de fausses. Donc voilà pourquoi le fait de rajouter une tautologie à mon ensemble de formules, ça ne change rien à ce que je peux déduire de la formule. Ce qui veut dire, en termes mathématiques, que quand vous avez un ensemble de propositions qui va vous servir à faire une démonstration, vous avez cette proposition et vous rajoutez dessus une formule qui est un théorème, donc une tautologie, quelque chose qui est en vrai. Et bien ce théorème ne va pas vous empêcher de démontrer quelque chose à partir de cet ensemble de formules. Il ne rendra pas quelque chose faux, alors que sans le théorème, c'était vrai. C'est ça ce que ça veut dire. Si on rajoute dans un ensemble de formules un théorème, donc quelque chose qui est tout le temps vrai, et on va pouvoir en déduire les mêmes choses que ce qu'on pouvait déjà déduire sans le théorème. Mais peut-être que le théorème nous permettra de déduire des choses en plus. Voilà un peu comment je m'intéresse. En tout cas, voilà l'exercice 1. Et l'exercice 1, finalement, est-ce que phi est une conséquence sémantique de gamma union taux? Oui, phi est une conséquence sémantique de gamma union taux. Alors, maintenant, on s'intéresse à... Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que cet exercice-là, pour le moment, il est clair? Une question. C'est qui n'est pas simple. Ok, c'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas si vous ne comprenez pas. C'est bon. Voilà, on va le faire avec maintenant psi. Alors, psi n'est pas une conséquence sémantique de gamma. Alors, on le marque comme ça. Hop, on marque psi n'est pas une conséquence sémantique de gamma. Autrement dit, ça veut dire que si je regarde gamma, mon ensemble de formules, et que je rajoute non psi, eh bien tout ça c'est satisfaisant. C'est-à-dire que je regarde mon ensemble de formules gamma, je lui mets le contraire de psi, donc si je trouve des combinaisons qui font que c'est satisfaisable. Donc en fait, ça veut dire que des fois je peux avoir gamma qui est vrai et le contraire de psi qui est vrai. Donc on ne peut pas dire que psi est une conséquence de gamma. Parce que si psi était vraiment une conséquence de gamma, ben là gamma est vrai, psi est forcément vrai, et donc non psi est forcément faux. Or, si ce n'est pas une conséquence sémantique, ben ça veut dire que des fois,
j'ai l'inverse de psi qui peut être vrai en même temps que le gamma. Donc j'ai ça. Donc ma question, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est difficile la question, qu'est-ce qui se passe quand on rajoute une tautologie? Bon. Alors si je rajoute à ça une tautologie, gamma, union donc psi, et je rajoute un truc tout en vrai. Est-ce que ça, c'est toujours satisfaisable? Le fait d'avoir rajouté quelque chose qui est tout en vrai, ça le rend insatisfaisable. Alors non, pas tout le temps satisfaisable. Satisfaisable, ça veut dire que ça peut être satisfait. Il peut y avoir une combinaison, une distribution de valeurs de vérité qui le rend vrai, qui rend toutes les formules de cet ensemble vraies. Donc ça, c'est un ensemble de formules. Il est satisfaisable, ça veut dire qu'il existe une distribution de valeurs de vérité qui rendent toutes les formules de gamma et non psi, juste une formule, vraies. Donc il existe une distribution de valeurs de vérité qui rend toutes les formules de cet ensemble vraies en même temps. Mais ce n'est pas tout le temps satisfaisable. C'est qu'il y a un moment donné où c'est vrai, où tout est vrai. Maintenant, j'ajoute un truc qui est tout en vrai. Mon gamma union non psi, j'ajoute, il est de temps en temps vrai, quelque part, à certains. Je rajoute un truc qui est tout le temps vrai, mais ça restera le nouvel ensemble vrai de temps en temps aussi. Donc ça, c'est satisfaisable aussi. Puisque si j'ai une distribution de valeurs de vérité qui rend les éléments de gamma et non psi vrais, cette même distribution de valeurs de vérité rendra les éléments de gamma et non psi et tau, qui est tout en vrai aussi. Donc, c'est aussi satisfaisable. Donc, gamma union non psi union tautologie est satisfaisable. Et ça veut dire que gamma union non psi n'est pas une conséquence, que psi, pardon, n'est pas une conséquence sémantique de gamma union non tau. Oui, et ici j'ai oublié, excusez-moi, je m'aurais dû inverser l'ordre tau et c'est non psi. Voilà, donc ça veut dire que quand j'ai un ensemble de propositions et qui ne me permettent pas de démontrer, qui ne permettent pas d'impliquer quelque chose, c'est pas parce que je rajoute un théorème. Si cet ensemble de propositions, j'ai montré qu'il n'impliquait pas quelque chose, eh bien, je peux rajouter n'importe quel théorème que je veux, n'importe quelle tautologie que je veux. Cet ensemble de propositions me permettra, avec le théorème, de démontrer, d'impliquer quelque chose qui au début n'était pas implicable. Et j'ai écrit monter, excusez-moi. Donc là, c'est pour vous montrer le pont entre la logique et la théorie des ensembles. Qui fait qu'on a des termes logiques et on va les transformer en ensemble de formules et on va gérer ces ensembles avec des unions, des intersections pour pouvoir commencer à faire des démonstrations. Donc ici, la réponse à la question 2, est-ce que psi est une conséquence sémantique de gamma union tau? La réponse est non. Psi n'est pas une conséquence sémantique de gamma union. Alors maintenant, l'autre question, c'est quelle formule P peut-on ajouter à gamma pour que non phi soit une conséquence sémantique de gamma union pi? Ah, ça. Alors, c'est pas très très simple. Ok, ok. Donc, on veut avoir
Alors, je vous explique le problème. Vous avez gamma qui permet, phi est une conséquence sémantique de gamma. Donc, à chaque fois, à partir de gamma, je peux en déduire, enfin, je peux trouver phi. Maintenant, je vais rajouter à gamma une formule qui fait que je peux trouver à partir de gamma non phi. Alors, là, c'est un peu compliqué, c'est un peu bizarre en tout cas de trouver non phi. En fait, c'est faisable, mais vous allez voir où est le piège. Donc, on sait qu'on a phi est une conséquence sémantique de gamma. Autrement dit, si à gamma, je lui rajoute non phi, j'ai quelque chose qui est insatisfaisant. Quand je rajoute à gamma l'inverse de phi, j'ai un truc qui est jamais vrai. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir... Alors, normalement, hein, on est d'accord qu'à partir de là, on déduit que non phi n'est pas une conséquence sémantique de gamma. Forcément. Puisque si de gamma, j'en déduis phi, en général, mais c'est pas tout le temps vrai, en général, si à partir de gamma, j'en déduis phi, enfin, je trouve phi, à partir du gamma, je ne peux pas trouver de non phi. Mais c'est pas tout le temps vrai. Ça, c'est pas un théorème. Parce que justement, on va essayer de voir comment faire pour, à partir de gamma, avoir phi, et comment, enfin, si ça, c'est tout le temps vrai, c'est-à-dire que ça, c'est forcément vrai. Excusez-moi. Donc phi ne peut pas être à ce moment-là, c'est une conséquence sémantique de gamma. Ça, c'est tout le temps. Ça veut dire hein, que gamma union non phi, c'est-à-dire phi, est satisfaisable. Évidemment qu'il est satisfaisable, puisque phi est une conséquence sémantique de gamma. Ça veut dire que quand gamma est vrai, j'ai phi qui est vrai. Donc gamma union phi, ça doit être satisfaisable. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est oui, mais si gamma n'est jamais vrai, phi n'est jamais vrai. Et donc gamma union phi n'est pas satisfaisable. On nous a bien dit au début du dénoncé, ça c'était le petit point de détail important à noter, que gamma a bien un modèle. C'est-à-dire qu'il a au moins une distribution de valeur de V qui rend toutes les formules vraies, qui est au moins unique dans la table gamma, qui rend toutes les formules de gamma vraies en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un. Donc, je sais que j'ai ça. Maintenant, je me demande, est-ce que je peux trouver une formule P que je rajoute à la gamma qui fait que finalement, mon phi devient une conséquence sémantique du gamma de P. Donc, non, oui. Donc, non phi n'est pas une conséquence sémantique de gamma. Mais je veux rajouter quelque chose à gamma qui fait que gamma union ce quelque chose, que non phi devient une conséquence sémantique de gamma dans ce cas. Question, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Donc, ça voudrait dire hein, que gamma union phi union la formule P que j'ajoute serait insatisfaisable. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à gamma pour que cet ensemble devienne insatisfaisable? Oups, je vais le mettre un petit peu en rouge léger. Pour que cet ensemble soit insatisfaisable, alors que cet ensemble est satisfaisable. C'est-à-dire cet ensemble gamma avec phi, je peux trouver à un moment donné une distribution de valeurs qui rend toutes les formules vraies. Comment rajouter un truc dans cet ensemble pour que maintenant je ne le trouve jamais vrai? Alors, pas non P, mais vous y êtes presque. Hein. Pas non P, parce que P, c'est justement le truc que je cherche, donc je ne sais pas ce que c'est quoi. C'est non. Ah, c'est peut-être c'est non phi, peut-être que vous dites, à cause de. En tout cas, c'est la bonne réponse, c'est non.
C'est-à-dire, si je rajoute à mon ensemble non phi, c'est le contraire de phi, mais j'ai un ensemble de formules qui devient insatisfaisable tout le temps. Et effectivement, si P égale phi, non phi, pardon, on a forcément phi union non phi insatisfaisable. Donc phi union non phi est insatisfaisable. Ça, c'est, on ne peut pas avoir les deux vraies en même temps. Donc si phi union non phi est insatisfaisable, en gros, quand je regarde table de vérité, j'ai jamais deux lignes à 1 en même temps sur ces deux sur jamais égal à 1 en même temps. C'est insatisfaisable. Donc j'en déduis que P, gamma union phi union non phi est aussi insatisfaisable. Et donc, si ça c'est insatisfaisable, la question c'était quelle formule à rajouter pour que non phi soit une conséquence sémantique de phi. Eh bien, pour que, excusez-moi, non phi soit une conséquence, c'est ça. Voilà. Donc, pour avoir non phi conséquence sémantique de P, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est P égale non phi. Donc, j'ai gamma union non phi. Donc, ça, ce sera mon gamma prime. Union phi est insatisfaisable. Si c'est insatisfaisable, ça veut dire que gamma prime valide non phi. Non phi est une conséquence sémantique de gamma prime. Donc, on peut dire que gamma union non phi valide non phi. Non, en train de se dire, mais c'est bizarre ça. Gamma, ça ne permet pas d'en déduire non phi. Mais gamma union non phi permet d'en déduire non phi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est chronologique. Alors, c'est le principe même de l'implication. Gamma union non phi. Alors, gamma, c'est vrai de temps en temps. Quand on regarde quand est-ce que gamma est vrai, on voit qu'à chaque fois, phi est vrai. Donc, on dit à ce moment-là qu'on peut en déduire que gamma implique phi. Maintenant, gamma union non phi. Qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute non phi à l'histoire? Donc, comme on a démontré, ça fait qu'on peut en déduire non phi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce gamma union non phi? En fait, c'est quelque chose qui est tout le temps fou. Parce qu'à partir de gamma, on en déduit. Donc quand on a gamma qui est vrai, on a phi qui est vrai. Donc on a un non phi qui est faux. Donc gamma union non phi, c'est tout le temps faux. Donc ce gamma union non phi qui est tout le temps faux, je peux rien en faire parce que c'est un truc qui est tout le temps faux. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire un truc qui est vrai ou un truc qui est faux. On peut en déduire ce qu'on veut. Et donc en fait, quand j'ai quelque chose qui est contradictoire, c'est-à-dire qui est tout le temps faux en fait, gamma union non phi, ça va être contradictoire, on ne pourra jamais trouver une distribution de valeurs de l'unité qui le rende vrai. C'est insatisfaisable, si vous voulez. Ce gamma union non phi, c'est insatisfaisable, donc c'est contradictoire, si vous voulez, c'est tout le temps faux. Donc si c'est tout le temps faux, bah, je peux en déduire n'importe quoi d'autre. Puisqu'à partir du faux, on peut en déduire du faux ou du vrai. Voilà. Donc la question, là, elle n'est pas très intéressante d'un point de vue logique. Mais par contre, c'est pour voir si vous êtes capable vraiment de maîtriser les outils de conséquences sémantiques et tout ça qu'on vous met dans la main, qu'on essaye de vous faire écouter. Donc ici, finalement, c'est la bonne réponse, c'est de dire que quand on
on a gamma qui nous donne une conséquence, quand on a phi qui est une conséquence scientifique de gamma, donc on en déduit que non phi n'est pas une conséquence de gamma. Et bien si à gamma on lui rajoute non phi, ben, maintenant non phi devient une conséquence scientifique de ce nouveau. Mais ce nouvel ensemble, ben, il est contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vrai, il est insatisfaisant, donc il ne nous intéresse pas. Mais voilà, c'était ça la réponse à la question. Vous êtes toujours vivant? Je me demande si vous êtes toujours vivant. Bon, moi j'en ai un qui est vivant. Moi j'en ai deux qui sont vivants. Ah, j'en ai quatre qui sont vivants. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors n'hésitez pas à revoir ça en vidéo, à y aller doucement. Mais surtout, il faut comprendre qu'au final, on n'a pas tellement besoin je dirais, de maîtriser la logique ou la signification des formules qu'on manipule. Ce qu'on a besoin, c'était de traduire la formule conséquence scientifique en ensembliste. Et après, en ensembliste, on raisonne uniquement en théorie des ensembles. Et ensuite, on voit ce qu'on obtient. Et il n'y a pas besoin après de se poser des questions sur la signification des formules comme on a fait. Oui, enfin, en tout cas, tout est déjà en vidéo. Bah, normalement, vous avez déjà tous les TD précédents en vidéo, puisque je vais posté le lien. Et celui-là, il se fait en direct sur YouTube en même temps. Vous ne pouvez pas avoir accès au. Je ne vous ai pas donné accès au flux vidéo en direct, parce qu'il n'y a aucun intérêt, il est 50 secondes en retard par rapport à nous. Mais par contre, dès que le cours est terminé, le flux vidéo, je le renvoie ensuite sur la playlist que vous avez, dont j'ai déjà donné le lien, mais je le donnerai après aussi si vous voulez. Et donc comme ça, vous avez accès directement à la vidéo du coup. Donc voilà. Voilà l'exercice 1 de ce TD4 qui est vraiment important d'un point de vue vocabulaire. Alors, on peut, là, dans les 10 minutes qui nous restent, on peut, mais je vois pas trop l'intérêt de vous faire ça, regarder le TD5. Le TD5, c'est le calcul de séquence. Alors, en fait, le calcul de séquence, je pense que je vais vous le faire faire la prochaine fois, parce que si on commence maintenant, ça ne sert à rien, pas avoir le temps d'aborder des choses vraiment intéressantes sur le calcul de séquence. Et je serai bon pour recommencer la semaine prochaine, en tout cas la prochaine fois qu'on se verra. Donc, je vais plutôt réserver le calcul de séquence et le TD pour la semaine prochaine, parce que là, on a terminé tous les TD de 1 jusqu'à 4. Sachez simplement, si vous êtes curieux sur le calcul de séquence, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà le calcul de séquence. Toutes les règles que vous avez en calcul de séquence. Voilà. Calcul de séquence, ce sera un autre moyen que le raisonnement sur une formule ou la table de vérité pour prouver que une formule est vraie. C'est une tautologie. La table de vérité pour prouver qu'une formule est une tautologie, vous faites la table de vérité, vous trouvez qu'il n'y a que des liens. Sinon, vous raisonnez sur l'ensemble des formules et puis vous manipulez, vous distribuez, vous factorisez et vous arrivez à une tautologie. Le calcul de séquence, c'est une autre façon et qui est plus agréable. Mais il faut savoir manipuler les choses. Je vous rassure, hein, toutes ces règles que vous voyez là, vous n'aurez pas à les apprendre. Elles sont au bout d'un moment, elles sont presque naturelles pour vous, mais vous n'aurez pas à les apprendre, on vous les donnera lors du partiel. Et ces règles, vous apprendrez simplement à les manipuler. Alors, comme il nous reste encore quelques minutes, hein, juste pour vous expliquer ce que ça veut dire, quand vous avez ça, quand vous avez ce truc-là, c'est une forme un peu raccourcie que gamma implique, donc le petit, ça, c'est le signe de thèse, donc c'est l'équivalent d'application, si vous voulez, ça implique delta ou A. La virgule ici, ça veut dire un ou.
Et ça vient où la virgule quand elle est à droite du symbole thèse. Quand elle est à la gauche du symbole thèse, ça veut dire un et. Donc gamma et A implique, implique delta. Voilà. Donc, le but du calcul de séquence est de transformer, en suivant ces règles, des formules en d'autres, en fait, puis des règles en montant et non pas en descendant. On part de notre formule qui est en général une forme d'une formule A et on monte d'un cran. C'est pas des fractions, je vous rassure, c'est juste une autre transformation, et petit à petit, on transformera une formule en d'autres formules. Voilà. Tout ça, on le fera la prochaine. De toute façon, je reviendrai dessus pour bien vous expliquer, mais ce qu'il faut, c'est bien aussi revoir votre cours que vous avez fait avec M. Foucret sur le calcul de séquence. Vous avez normalement aussi tout ça qui est expliqué ici. Voilà. Le séquence, c'est une table de deux listes de formules. Le séquence se lit si A1 et A2 et AN, alors B1 ou B2 ou BM, et on le transforme. Voilà, cette formule et cette formule sont équivalentes. Voilà. On verra un petit peu comment le manipuler. Vous verrez, c'est très simple, c'est très mécanique. Encore une fois, comme la table de vérité ou la manipulation de formule, c'est de la mécanisation de preuves. Donc, ce sont des algorithmes qu'on fait nous-mêmes, je dirais, à la main. Le but de tout ce que vous voyez dans ce cours, c'est de vous montrer la mécanisation de preuves de formules, qui est finalement le début du logiciel informatique. Les débuts des logiciels. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici, je vais arrêter le flux vidéo ici. Hop, hop là. J'arrête le flux vidéo, ça devrait être bon.